circulé comme quoi il aurait démissionné, bien que ce soit. Dites-nous concrètement quand est-ce le Premier ministre pourrait rentrer. Bon, disons, je n'en sais rien. Moi, je n'ai pas à vous dire quand est-ce qu'il rentre. C'est-à-dire que je pense qu'il y a respecté aussi la dignité des gens. Le chef du gouvernement est parti ici. Il a annoncé lui-même qu'il est allé pour faire des soins. Je pense qu'il faut respecter ça. On ne rentre pas clandestinement dans un gouvernement et on n'en sort pas clandestinement. Lorsque quelqu'un rentre dans le gouvernement, le public est informé. Lorsqu'il en sort, le public est informé. Soit c'est lui qui l'informe, soit c'est l'autorité qui l'a mise là. Il n'y a pas à avoir de doute. Mais si notre société, on continue à cultiver le doute, on n'aide pas l'État, on n'aide pas la société. Si à chaque événement, on doit dire que ouais, il faut expliquer, vous pouvez avoir des problèmes personnels que vous ne voudrez pas que les Guinéens connaissent. Ça fait partie de la protection de la dignité humaine et c'est très important de rester en ça. Si le Premier ministre n'est pas là, si nous on veut étouffer l'affaire, lui il ne l'étouffera pas. Si c'était ça. Donc je pense qu'il faut rester dans ce que le gouvernement a annoncé officiellement et respecter le séjour du Premier ministre et qui répondra à la curiosité des Guinéens qui sont curieux le moment venu. Il n'y a aucun problème. D'accord. Comment ça se passe avec la collaboration avec son intérimaire? Très bien. Très bien. D'abord, c'est un collègue du gouvernement, ça se passe très bien. Vous savez, ce sont les textes qui créent l'autorité. La personne l'exerce, c'est tout. Donc ça se passe très bien. Okay. Il y a quand même un sujet autour duquel les Guinéens l'attendent beaucoup. Pas que lui, mais le gouvernement. Le dialogue qu'on chante de gauche à droite. Mais à vrai dire, on ne voit pas cet échange entre le gouvernement et les différents acteurs. Où se trouve non, il y a un échange. Il y a quelques partis politiques, certes importants par leur taille, qui ont décidé de ne pas s'associer au processus. Mais ce n'est pas ce qui veut dire que le processus n'existe pas. Le cadre de concertation, l'espace de dialogue est là. Le gouvernement, tous les jours, rappelle que la place de ceux qui ne sont pas là est encore vide et qu'ils peuvent venir quand ils veulent. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue avec ceux qui viennent. Ceux qui viennent s'associent au dialogue, les échanges se passent et ça permet au processus de se dérouler normalement. Ceux qui ont choisi d'autres voies de ne pas venir, c'est tout à fait leur liberté. Nous continuons quand même à les exercer, à venir autour de la table et à trouver les réponses aux préoccupations communes autour de la table. Mais aller au dialogue, ça suppose avoir l'humilité, ça suppose avoir la volonté de consensus, d'accepter une synthèse. Lorsque vous allez au dialogue en disant c'est mes idées, mes exigences, où il n'y a pas de dialogue, alors là il n'y a pas de dialogue. Quand on va au dialogue, on doit accepter que nos profondes vérités auxquelles nous croyons, nous sommes capables de les céder au profit des vérités auxquelles l'interlocuteur croit aussi, pour arriver à un équilibre. C'est comme ça qu'on va, c'est pour ça que je parle d'humilité. Et c'est très important. Malheureusement, aujourd'hui, on a quelques acteurs politiques qui vont se dire non, nous on ne vient pas parce qu'on veut un dialogue comme ça, un dialogue politique qui exclut des petits partis, qui va s'occuper des partis représentatifs, mais qui est politique, avec un dialogue différent de ce qu'on peut avoir avec la société civile. Ce n'est pas la démarche du CNRD, ce n'est pas la démarche du gouvernement. Le gouvernement a dit dès le départ, nous voulons un dialogue inclusif qui invite tous les Guinéens autour de la table. Effectivement, quand on se retrouve dans une salle avec tous les partis politiques, ça en a presque 200. Avec toutes les organisations de la société civile, il y en a presque 200. On se retrouve avec une assemblée très grande. Mais c'est cette assemblée-là qui peut décider d'organiser le dialogue par thématique, par groupe, au point de mettre en place une équipe qui peut arriver à une synthèse. La méthode peut être trouvée dans cette assemblée-là. D'autres pays ont fait l'expérience des conférences nationales, qui ont regroupé des centaines de personnes, qui ont duré des mois. Mais ils se sont parlé. Ils sont arrivés à une synthèse, ça a permis de réorienter leur pays. Et c'est à ça que les Guinéens sont invités. Lorsqu'il a été question de dialogue, on a dit non, ces concertations, ce n'est pas le dialogue. Bon, l'un et l'autre cas, en dehors de la sémantique, permet de changer, d'écouter les préoccupations. Rien ne coûte que quelqu'un vienne autour de la table et dire écoutez, monsieur, les membres du gouvernement, voilà ce que nous avez proposé, ça ne nous convient pas, ou nous voulons ajouter ça en plus pour tenir compte du dialogue. Mais si on dit, voilà ma condition, si elle n'est pas respectée, je ne viens pas, il faut chercher par où il y a le refus du dialogue. Le gouvernement est disposé au dialogue.
le gouvernement garde encore la place. Le gouvernement continue de tendre la main au dialogue. Il ne faut pas rappeler, on fait des consensus dans ce sens-là. Et c'est tout à fait la responsabilité du gouvernement de faire des consensus. Mais il faut en face qu'il y ait des interlocuteurs qui veulent aussi aller dans le dialogue. Pas faire l'incantation du dialogue, mais aller au dialogue. En prenant la distance nécessaire entre ses propres intérêts personnels, ses préoccupations, ses émotions et l'intérêt supérieur de la nation. Cette distance-là, chacun doit la faire avec beaucoup d'humilité. Et c'est ce qui permet à la Guinée d'essayer de créer la confiance, parce qu'elle n'existe pas. Notre pays a évolué dans la méfiance depuis toujours, mais ce n'est pas comme ça qu'on doit continuer à guider. Il y a des réalités aujourd'hui, il faut en tenir compte, et tenir compte de l'histoire récente de ce pays. Oui, le dialogue existe, mais peut-être un dialogue de sourds, si vous l'admettez, parce que le fait est qu'aujourd'hui, la crise, elle est là. On se demande comment en ressortir. Non, la crise, écoutez, la crise, elle est entretenue. Ah bon? Mais bien sûr, la crise, elle est entretenue. La réalité est que le dialogue est ouvert, des acteurs politiques participent, d'autres acteurs politiques n'y participent pas. Ça nous a permis d'avoir un calendrier, d'avoir un chronogramme, d'avoir un contenu du chronogramme et qu'on est en train de dérouler, c'est tout. Après, derrière, il n'est pas fermé. Ça ne veut pas dire si les thématiques aujourd'hui, la question n'est même pas de dire est-ce que les 36 mois, c'est raisonnable ou pas. Ce discours est derrière nous. Ce qui est là devant, c'est de dire est-ce que ce qui est proposé comme contenu pour permettre aux Guinéens d'avoir un retour à l'ordre constitutionnel normal, inclusif et accepté, est-ce que ces thématiques-là, il y a des choses à ajouter pour faire mieux, ou des choses qu'on croit que c'est superflu, il faut les retrancher? C'est ça le débat aujourd'hui. Ce n'est plus l'idée de dire ouais, il faut discuter de ça. Pour tout le reste, il y a toujours des questions qui nécessitent que les gens se parlent. Et ces questions ne sont pas fermées, ce n'est pas un sujet fini, on pourra toujours continuer à discuter, à échanger avec les bonnes volontés. L'essentiel est de dire ça. Il faut, et c'est un progrès important. Dans l'histoire récente de notre pays, c'est toujours les gouvernements qui refusent le dialogue, qui disent je ne veux pas rencontrer tel acteur politique. J'étais là pour le savoir parce que j'étais dans l'opposition. Pourtant, votre ancienne famille politique, bon, enfin, ancienne entre guillemets, dit qu'au temps d'Alpha Condé, voilà, même si les accords n'étaient pas respectés, mais quand même, il était plus ou moins ouvert à les recevoir, à discuter. Non, personne ne pourra vous dire ça, ni à l'UFDG, ni à l'ONU. C'est pas vrai. Pourtant, c'est pas du tout vrai, parce que ça, personne ne peut moi me le dire, j'étais là. Au temps d'Alpha Condé, on avait la violence. Dès qu'on a parlé du dialogue, la première fois qu'on s'est réunis, on avait des victimes. On ne peut pas oublier que c'est à l'occasion du retour de Seldalin ici en Guinée qu'il y a la première vie. Il y avait des victimes, il y avait des prisonniers, il y a eu des destructions de biens, mais nous cherchions le dialogue. Quand on nous a accepté d'ouvrir le dialogue, on est venu. Sans condition. On est venu sans condition. Et ce dialogue s'est soldé par un compromis qui n'a pas été mis en œuvre. Nous nous sommes battus pour la mise en œuvre. Il y a eu encore de la violence, des arrestations, des destructions de biens. Difficilement, ils ont accepté d'ouvrir encore le dialogue. Là aussi, on est également revenu à ce dialogue-là. Il y a eu encore un compromis qui n'a pas été suivi des faits. Là, au tout début, il n'y avait ni victime, ni destruction de biens, ni refus. On a dit venez au dialogue, on dit on ne vient pas. Ça, c'est une différence fondamentale qu'il faut noter quand même. Personne ne va dire le contraire de ça. Aucun homme politique ne peut dire ça ici dans ce pays. Il n'y avait ni victime, ni prisonnier, ni destruction de biens. On a dit venez au dialogue, on dit on ne vient pas. Parce que ces concertations, ce n'est pas dialogue. On préférait discuter et échanger sur ces sémantiques que de prendre de la hauteur, être présent autour de la table et poser les écueils là-bas. Ça, c'est un constat. Donc, que quelqu'un ne vienne pas me dire qu'au temps de Alpha, c'était facile, parce que, malgré tout, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous sommes tous des Guinéens, c'est l'histoire récente de notre pays. Ne vous laissez pas compter ça parce que vous étiez ici. Évidemment. Alors, d'accord. Donc aujourd'hui, encore une fois, le gouvernement dit, venez au dialogue. Ce que nous proposons ne vous convient pas. D'accord. Ce que vous proposez ne nous convient pas non plus. D'accord. Mais venez autour de la table. Mettons nos idées. C'est une synthèse qui en résultera. Lorsqu'il y a eu la demande de contribution des acteurs politiques, tous les partis, y compris l'ANAD, ont écrit. Mais l'ANAD, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le dernier jour qu'on devait recevoir les contributions, qui étaient ouvertes depuis plus d'1 mois,
C'est au dernier jour, à 19h, que l'UFDG est venu, au nom de l'ANAD, déposer sa contribution. J'étais là. Le dernier jour, à 19h. Malgré tout, sa contribution a été examinée jusqu'à 4h du matin. Et c'est venu s'ajouter à près de 1900 contributions différentes qui sont arrivées. Donc personne ne devait s'attendre à ce que sa lecture puisse être retrouvée intégralement à l'intérieur de ça. Ce qui était clair, c'est que les thématiques étaient les mêmes. Durée de transition, contenu, constitution, institution législative, processus électoral. C'était ça qui était là-dedans. On a repris les thématiques là, on a tiré des conséquences, on a fait des synthèses et c'est ce qu'on a proposé aux Guinéens. Ce qui a donné lieu à la charte. Et donc personne ne vous dira, après les gens viennent dire, ouais, moi j'avais proposé 15 mois, vous avez pris 36, c'est normal. Mais à côté de vos 15 mois, il y en a qui ont proposé 24, il y en a qui ont proposé 50, il y en a qui ont proposé 30, il y en a qui ont proposé 10. C'est ça qu'on a reçu. Si vous ne retrouvez pas vos 15, c'est s'il n'y avait pas du tout de durée, ça allait être un problème. Mais lorsqu'il y a une durée, tenez compte du fait que ce n'était peut-être pas votre proposition, mais c'est la proposition du voisin. D'accord. Accepter le dialogue, c'est aussi ça. D'accord. Vous dites qu'il y a une crise qui est entretenue. Par qui et dans quel intérêt? Non, mais vous savez, moi je n'ai pas rentré dans ça. Je pense que c'est plus important que ça. Ceux qui entretiennent les crises ou pas, ça les regarde. Ce que nous disons, c'est qu'il y a une possibilité de sortir de cette situation pour peu que les gens acceptent de se mettre autour de la table pour l'intérêt de ce pays, c'est tout. D'accord, on va changer de sujet. La semaine dernière, on a reçu une forte délégation malienne ici, des ministres qui ont d'ailleurs pris part au Conseil des ministres. Au terme de ça, il y a eu un processus de négociation qui a été entamé pour enrichir davantage les relations économiques entre les deux pays. On parle notamment de la construction d'un chemin de fer entre Conakry et Bamako. Comment ça devrait se faire, monsieur le ministre? Disons, ce n'était pas l'objet de la visite de la délégation malienne. Elle est venue ici pour remercier le peuple de Guinée, remercier le CNRD et le président de la transition pour le soutien que nous avons apporté au peuple malien pendant son bras de fer avec la CEDEAO. Il a rappelé que la Guinée n'a pas fermé ses frontières, a permis aux Maliens de voyager, de recevoir aussi des marchandises et atténuer les effets de la crise dans laquelle la CEDEAO voulait plonger le peuple malien. Donc ils sont venus remercier ça. En marge de ces remerciements, nous les avons invités à prendre part au Conseil des ministres par la volonté du président de la transition. Et donc, au cours de ces échanges-là, des projets qui sont déjà en cours d'examen depuis de très nombreux mois ont été renforcés. Et l'idée de faire un chemin de fer qui relie Conakry à Bamako, au-delà de relier deux capitales, il permet de renforcer une certaine intégration économique des deux pays. Comme vous savez que le Mali est un pays enclavé de ce point de vue-là. Donc, ça permet de renforcer ça et par ricochet de permettre aussi un bénéfice non négligeable quand on sait aujourd'hui le coût du transit malien par rapport à l'économie sénégalaise et ivoirienne. Si on arrivait à drainer ne serait-ce que 50% de cette manne-là, ce serait quelque chose d'assez conséquent pour l'économie guinéenne. Donc c'est un échange commercial, c'est des vues de projection et un projet, une volonté qui n'est pas que politique mais qui est très nettement économique et pour les Guinéens et pour les Maliens. Accessoirement, on a suivi ce projet nourri par la star malienne Salif Keïta qui demande à ce que le projet de fédération entre les deux États soit matérialisé. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle initiative? C'est une bonne initiative. Pour l'instant, on n'est pas à ce niveau de discussion. Mais les citoyens sont libres aussi d'avoir des initiatives citoyennes, c'est bien. C'est faisable à votre avis? J'en sais rien. Vous êtes questionné comme moi. C'est pas la fédération, les fusions des États, ce n'est pas une volonté politique seulement. C'est d'abord une volonté des peuples et donc des populations. Et là, quand la fédération du Mali a éclaté, c'est parce que c'était un choix des acteurs politiques et n'était pas un choix des peuples. Ce qui a fait que ça a échoué. Donc il faut attendre. La CEDEAO aujourd'hui, dans les faits, c'est une pratique des pays, mais qui a du mal à s'institutionnaliser parce que les pratiques traditionnelles dépassent de loin le formalisme institutionnel qui encadre la CEDEAO. Donc voilà. D'accord. Autre volet également qui focalise les débats, je vais m'en vouloir si je n'aborde pas ce sujet. Actualité oblige, le FNDC a été dissous par le gouvernement. Beaucoup de juristes et même des acteurs politiques dénoncent une décision arbitraire du gouvernement. D'autres parlent de décision illégale.
peut-on savoir concrètement qu'est-ce qui a amené le gouvernement à aller de l'avis de certains à une telle extrémité? Non, je ne sais pas, personne ne peut dire pourquoi. Parce que c'est contenu dans le courrier. Parce que le FNDC est coupable de toutes les accusations qui ont été portées contre lui par le ministre de l'administration territoriale et qui ont justifié sa décision. Je pense qu'il ne faut pas aller chercher. Après, tout le monde est libre. Chacun est libre de dire que c'est illégal, c'est arbitraire, c'est cela, mais on ne peut pas quand même dire qu'on ne sait pas pourquoi. Le pourquoi est dans le courrier qui a pris la décision. Surtout, après, on est libre de partager ou de ne pas partager. Mais le pourquoi est bien expliqué dans le courrier quand même. Mais pour autant, le FNDC maintient toujours ces manifestations. Comment ça devrait se faire? Comment est-ce que vous comptez gérer ces manifestations? Parce qu'il n'y a pas que le FNDC qui projette ça quand même, monsieur le ministre. Je vais dire, moi je vais vous dire. Ok. Ça devrait vous préoccuper et pas moi. Moi, ça ne me préoccupe pas. Évidemment. Voilà. Donc, on verra. On est là, on va suivre. D'accord. Vous ne voulez pas trop... Non, ça ne me préoccupe pas parce que tout ça, ça n'a aucune importance. C'est pour arriver à quoi? On manifeste pourquoi? Ils disent que c'est pour obtenir le dialogue. Mais c'est des faux, c'est des histoires. Je viens de vous dire, vous obtenez le dialogue avec qui? Le FNDC va venir dialoguer avec qui? Il y a des acteurs politiques qui sont là. On leur dit, vous avez votre place autour de la table. Vous dites, on ne vient pas. Vous voulez quel dialogue? Quand on a fait, le Premier ministre a invité les acteurs politiques ici, vous étiez là? Le 27, oui. Vous étiez dans la salle. Quand le représentant du FNDC a pris la parole, il a lu son discours. Il est parti. Vous étiez là. Il n'a même pas écouté quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on dialogue. Quand le représentant de l'ANAD a lu son discours, il est sorti. Il s'est arrêté dehors pour dire je ne reviens plus. C'est comme ça qu'on dialogue. Je pense qu'à un moment donné, vous-même les journalistes, parce que vous êtes la société civile, vous devez pouvoir dire les choses. Pas seulement dire le gouvernement refuse le dialogue, l'autre réclame le dialogue. Ça, c'est des pipeaux. Le jeu de ping-pong. Ça n'a aucune importance. Je l'ai dit tantôt, ce n'est pas la communauté internationale qui va amener les Guinéens à s'entendre. C'est la volonté des Guinéens d'aller de l'avant qui permettra aux intervenants externes et internes de faciliter l'entente et d'aller de l'avant. Si on n'a pas la volonté de régler nos problèmes, ils ne seront pas réglés. Quelle que soit la puissance des tiers, c'est notre volonté de régler nos contentieux qui vont nous amener à aller de l'avant. Moi, je me réjouis du fait que ce gouvernement reste toujours ouvert et dit que les places des acteurs qui le souhaitent est là. On a demandé aux gens, allez-y, réfléchissez, comment vous pensez qu'on devrait conduire le dialogue. Est-ce que le gouvernement ne devrait pas changer quand même d'approche? D'accord, on va faire quoi? Votre place, elle est là. Vous dites que la place des acteurs, elle est là. Mais pour autant... On va faire quoi? Ça veut dire quoi changer? Vous dites que l'IFDG n'est pas là, l'ANAD n'est pas là, le RPG n'est pas là, le FNDC n'est pas là, l'UFR n'est pas là. C'est quand même des acteurs représentatifs. Vous voulez qu'on fasse quoi? Moi, je vous pose la question, vous êtes journaliste. Vous voulez qu'on fasse quoi? Changer de méthode, en faisant quoi? Juste, bon, enfin, ce n'est pas à nous de vous faire des propositions. Non, mais vous êtes ici, vous êtes guinéen. Parce que ce que le gouvernement peut faire, c'est de dire, voilà le cadre de dialogue, de concertation. Il dit, non, ce n'est pas concertation, il faut écrire dialogue. On a écrit dialogue. On ne veut pas que ce soit dirigé par un ministre, mais par le gouvernement. Le Premier ministre, ok, on fait. Aussitôt installés, ils sont partis. Ils n'ont même pas écouté le Premier ministre, c'est lui qui les a invités. Quelqu'un vous invite à un dialogue. Vous venez, vous dites ce que vous allez dire, vous tournez le dos, vous partez. Vous voulez quoi? C'est en cela que j'ai parlé d'humilité. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé, vous étiez là. Si c'était juste pour venir dire le discours est parti, ce n'était pas la peine de venir. Quand vous venez dans une discussion, il faut prendre la peine de dire, ok, je suis là, je dis ce que j'ai à dire, j'écoute l'autre. C'est comme ça qu'on peut trouver un équilibre. Si c'est pour venir dicter ce que tu as à dire et partir, prendre la décision que tu ne reviendras plus, comment vous voulez qu'on dialogue? Je pense qu'à un moment donné, il faut reconstruire les choses et dire les faits qui se sont passés. Parce que nous, moi personnellement, je n'ai aucun intérêt à dire les choses qui ne sont pas passées, mais c'est ce qui s'est passé. Et je le dis parce que vous étiez là dans la salle et tous les Guinéens, tous les observateurs étaient là. Alors, quand ça se passe comme ça, rappelez quand même que ça s'est passé. Il n'y a pas eu l'expression de mauvaise foi du gouvernement dans ça, parce que le Premier ministre ne s'était même pas exprimé. Pour savoir ce qu'il pense, est-ce que c'était bon ou mauvais. Il n'avait pas parlé. Eux, ils sont venus, ils ont parlé, ils sont partis. Ils n'ont même pas écouté l'autre, ils ont dit on ne reviendra plus.
Dites-nous comment il faut faire, parce que c'est notre pays en tous. Est-ce que vous ne faites pas des démarches peut-être personnelles? Non, nous parlons avec certains d'entre eux informellement. Le jour qu'ils vont avoir le courage de le dire, ils verront. Ce qu'ils disent en coulisses là, ils le disent publiquement. Parce qu'aucun acteur politique guinéen ne dira que ce qui est prévu par le ministre de l'administration du territoire pour sortir de la transition, il y a quelque chose qui est inutile là-dedans. Nous avons besoin de recensement, nous avons besoin de toilettage institutionnel et constitutionnel, nous avons besoin d'élections. Okay. C'est ces trois volets-là qui sont détaillés en 10 étapes. Personne ne dira qu'il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas nécessaire. Si on est d'accord sur le contenu, après, comment on va implémenter, on peut toujours discuter. Si le contenu ne nous divise pas. Or là, le contenu ne divise personne. D'ailleurs, il n'y a aucun débat sur le contenu. Ça veut dire qu'il y a un consensus. Moi, j'étais ce matin avec l'ANAD dans un débat à la télévision nationale qui va passer dans les prochains jours. Il y avait l'ANAD, il y avait d'autres partis. On était là-dessus. Tout le monde était d'accord qu'il n'y a rien à dire sur les thématiques. S'il n'y a rien à dire sur les thématiques, qu'on appelle dialogue ou concertation, il s'agit de se retrouver et d'échanger. D'accord. Par rapport à ce contenu, nous sommes pratiquement à 1 an du CNRD. Dites-nous qu'est-ce qui a été fait sur ce qui est prévu dans ce contenu du chronogramme. Les actes préparatoires, vous savez, pour aller même à un recensement. On sait qu'il y a eu quand même des institutions qui ont été installées, ça c'est fait. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Quand on fait un recensement, il y a la rédaction des TDR, il y a des actes préparatoires, si vous voulez. Et les TDR vont être présentés dans les prochains jours au CNT, aux forces vives, etc., pour écouter leurs critiques et amendements avant de commencer à dérouler. Mais on est déjà dans la phase préparatoire. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Vous, on va parler peut-être de votre département, faire peut-être un bref aperçu de l'état des lieux et éventuellement ce que vous êtes en train de mettre sur pied sur le terrain. Qu'est-ce que vous voulez? On arrive, comme tous les départements, on hérite d'un système compliqué où on fait très peu référence à la loi. La loi, dans le domaine du foncier, c'est une source de complication. C'est une source de complication parce qu'elle n'est pas observée. Je vais vous dire, vous avez acheté un terrain, vous? Non, pas encore. Pas encore. C'est pour simplement dire que dans presque 100% des terrains vendus en Guinée sont vendus illégalement. Presque 100%. C'est dit presque. Pourquoi? Parce que la loi dit que vous n'avez pas le droit d'acheter un terrain qui n'a pas de titre foncier. La loi va plus loin, dit que ça c'est puni de 1 à 10 ans, de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Le fait d'acheter un terrain qui n'est pas titré, la même peine est valable pour le vendeur et pour l'acheteur. Dans tout le pays, il n'y a que 100 000 titres fonciers. Dans toute la Guinée. 26 000 à Conakry, 3 000 à la baie, à peu près 15 000 à Kindia, et puis il y a 100 000 titres fonciers dans toute la Guinée. Or, rien qu'à Conakry, il y a 700 000 parcelles. Ça veut dire que toutes ces parcelles-là sont vendues et achetées illégalement. Une des dispositions que nous avons prises, c'est de vulgariser le contexte. Pourquoi le législateur a dit qu'il faut acheter un terrain titré? C'est pour éviter les contentieux. Aujourd'hui, c'est courant que vous achetez un terrain, et puis 5 ans, 10 ans après, on vient dire non, c'est pas pour vous, c'est pour l'État, c'est pour un tiers, c'est pour mon grand frère, c'est pour mon ceci, c'est courant. Au point que 60% des contentieux devant les tribunaux sont des domaines du foncier et domanial. Donc c'est un problème. Rappeler la loi et puis simplifier les procédures, les rendre plus transparentes. L'acquisition du titre foncier, mieux l'expliquer, le rendre plus transparent, plus sécurisé et plus mobilisateur de recettes pour l'État. D'où la digitalisation. Et puis l'autre question, c'est le patrimoine public. Qu'est-ce qu'il faut en faire? J'ai rappelé un jour qu'il y avait plus de 3000 bâtiments dans le patrimoine public, rien qu'à Conakry. Aujourd'hui, on ne peut pas dénombrer 300. La question, c'est quand on a commencé, il s'agit de numériser là aussi, donc digitaliser. Nous avons commencé par reprendre l'historique de l'ensemble des baux existants. On n'a même pas 400. Ils sont éparpillés un peu partout. Personne n'a une référence, il n'y a pas de base de données, il n'y a pas d'archives. Il faut aller chercher au cas par cas, courir dans tous les ministères, rechercher les documents. Donc créer une base de données digitalisée permet de sécuriser, de garder dans un même environnement, de connaître l'exhaustivité et de tracer les ressources que cela génère pour le compte du Trésor public.
C'est ces deux opérations qui sont passées. Et puis les permis de construire. On construit de façon très anarchique. N'importe où, vous allez voir dans un quartier résidentiel, vous prenez Lambani, c'est un quartier résidentiel. Mais vous allez voir des immeubles, à un moment donné, hop, vous voyez quelqu'un a érigé un R+10 sans aucune norme. Souvent même sans aucun permis de construire. Les gens construisent des tours sans aller chercher la peine d'aller prendre un permis de construire. Donc, rappelez ça. Rappelez la pratique. Rappelez les textes de loi. Ça, c'est un des chantiers les plus importants que nous sommes en train de faire. L'autre aspect, bien sûr, il faut continuer à accroître l'offre de logement par la mise à disposition de logements sociaux. En fin d'année, on devrait être autour de 600 à 700 logements ici. Et au mois d'avril-mai, autour de 2000-2500 logements qui vont être disponibles sur le marché par la GIFI. Et à côté, rendre plus transparentes les procédures de mise à disposition de terres pour permettre aux promoteurs immobiliers de répondre aussi à un besoin pour un autre segment de la population. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et puis, à côté, réhabiliter les bâtiments administratifs. Et puis, nous pensons aussi construire une cité administrative ou deux cités administratives pour pouvoir délocaliser les départements ministériels, un dans la commune de Matoto, l'autre dans la commune de Ratoma, et puis une partie des départements restera à Conakry, à Kaloum ici. Ça permettra de répartir mieux la circulation. Et comme vous le savez, dans mon département, il y a encore la voirie. La voirie, c'est aussi l'autre segment que nous faisons. Actuellement, on a quelques contrats d'aménagement à Conakry et de bitumage. Donc nous continuons ça. Je dis ça parce que quand on fait l'aménagement, quand on fait les lotissements, on crée des rues. Ces rues la relèvent du département de l'habitat. C'est nous qui s'occupons dans les quartiers de faire le bitumage et tout ça. Donc c'est l'autre volet du département de l'habitat. Donc à côté de l'aménagement, de l'embellissement, vous voyez les éclairages publics, l'embellissement de la voirie, nous faisons ça également pour améliorer le sort de l'habitat et puis la circulation et l'urbanisation. Et vulgariser le code de construction pour que quand on dit que dans cet endroit-là, on ne doit pas aller à plus de R+2, que ce soit respecté. Pour qu'il y ait des normes. Donc nous essayons beaucoup de choses et puis mieux identifier les réserves de l'État. Lorsqu'il y a une réserve de l'État, qu'on puisse bien matériellement l'identifier pour éviter les constructions et les répartitions anarchiques et qui vont entraîner des déguerpissements. Donc il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts. Et puis nous essayons aussi de faire profiter de des technologies en introduisant des cartes interactives qui permettront de localiser les chemins de la haute tension, les autoroutes projetées, par exemple la route Labé, Maliemberen, Dingirai, Kita, qui est une route sur une carte. Essayer de poser tout ça comme ça, et puis les routes de la haute tension pour dire où vont passer l'électricité demain, pour que quand on fait les zones économiques, les zones agricoles, qu'on puisse tenir compte de ces infrastructures pour pouvoir faire les allocations des zones et pousser les industriels dans des zones dont on sait que potentiellement vont connaître une forte circulation et un afflux, enfin des passages de l'électricité et de l'eau. Donc nous travaillons aussi ça pour favoriser les projections dans l'occupation du sol. D'accord. Peut-être grande ambition, mais l'autre fois vous nous disiez qu'il y a des préfectures où votre département n'avait pas de représentants. Puis du défi lié à aux ressources humaines. Alors ce qu'on a fait, on a déjà nommé tous les inspecteurs régionaux qui sont sur place, leurs adjoints vont suivre. On a nommé tous les directeurs préfectoraux. J'ai ici le décret, l'arrêté concernant les chefs de section qui va suivre d'ici la fin de la semaine. Et puis après vont suivre les préposés dans les communes rurales où on va avoir 2 représentants au lieu de 5 pour le défaut, mais on aura quand même des gens qui vont être dans les commissions foncières pour permettre une meilleure organisation des fonciers. Les directeurs préfectoraux ont pour principale mission de créer un plan d'aménagement dans leur localité, dans les préfectures, avec un plan d'aménagement digitalisé qui permettra de le rendre dans le plan foncier national. On est en train de travailler ça. On est en train de mettre en place un cadre de digitalisation du plan foncier avec tout le référencement, c'est-à-dire que toutes les parcelles qui sont disponibles, on les associe à des identités. Aujourd'hui, vous avez des parcelles à Conakry, vous ne savez pas c'est pour qui. J'ai dit qu'il y a 700 000 parcelles, on ne connaît l'identité que pour 26 000. Donc il faut relever, même s'ils n'ont pas de titre foncier, il faut qu'on puisse associer un domaine à son propriétaire dans une base de référencement. Et ça permettra aussi de déployer des stations géodésiques
pour pouvoir inclure dans un même plan national le cadastre. Comme ça, quand on vous attribue une parcelle, même à Banziazou, qu'on soit capable de la mettre dans un plan d'aménagement national et que demain, quand il y a un problème, que les paramètres du terrain puissent être utilisés pour trouver le propriétaire. Donc on va lancer ça. C'est un projet qui va démarrer en début d'année prochaine et sur lequel il y a déjà des avancées assez importantes sur le financement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci beaucoup.